René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 15. Les antécédents de Madame Besan. Annie Wood naquit en 1847 d'une famille irlandaise protestante. Dans sa jeunesse, elle se nourrit de littérature mystique. Elle vécut à Paris vers l'âge de 15 ans et certains ont assuré qu'à cette époque, elle s'était convertie au catholicisme, ce qui est fort peu vraisemblable. Rentrée en Angleterre à 17 ans, elle épousa 4 ans plus tard le révérend Frank Besan, ministre anglican, dont elle eut un fils et une fille. Mais son tempérament exalté ne tarda pas à rendre le ménage intenable. Son mari, qui semble avoir été un très brave homme, fit preuve de beaucoup de patience, et c'est elle qui finalement partit en emmenant ses 2 enfants. Cela se passait en 1872, et il est probable qu'elle alla dès lors vivre avec le libre penseur Charles Bradlaugh, qui menait une violente campagne anti-religieuse dans le National Reformer et qui, de mystique qu'elle avait été jusque-là, la convertit à ses idées. Cependant, s'il faut en croire ce qu'elle-même raconte, elle n'aurait fait la connaissance de ce personnage qu'un peu plus tard, alors qu'elle faisait des copies dans les bibliothèques pour gagner sa vie. En tout cas, son mari ne put jamais la faire condamner pour adultère. À la même époque, elle travailla aussi avec le docteur Aveling, gendre de Karl Marx. Elle étudia l'anatomie et la chimie et conquit, après 3 échecs, le diplôme de bachelier en sciences. Enfin, elle devint directrice du National Reformer où elle signait ses articles du pseudonyme d'Ajax. C'est alors, vers 1874, qu'elle commença à faire de tous côtés des conférences, prêchant l'athéisme et le malthusianisme et associant à ses théories altruistes les noms des 3 grands bienfaiteurs de l'humanité qui étaient pour elle Jésus, Bouddha et Malthus. En 1876, une brochure malthusienne intitulée « Les fruits de la philosophie » par Knowlton fut poursuivie comme publication immorale. Un libraire de Bristol fut condamné à 2 ans de prison pour l'avoir mise en vente, tandis que l'éditeur s'en tirait avec une forte amende. Aussitôt, Bradlaugh et Madame Besan louèrent un établissement de publicité où ils vendirent l'ouvrage incriminé, dont ils eurent même l'audace d'envoyer des exemplaires aux autorités. En juin 1877, ils furent poursuivis à leur tour. Le jury déclara que le livre en question avait pour but de dépraver la morale publique. Et comme les accusés manifestaient l'intention d'en continuer la vente malgré tout, ils furent condamnés à une peine sévère de prison accompagnée d'amende. Cependant, ce jugement ayant été cassé pour vice de forme, ils furent remis en liberté peu de temps après. Ils fondèrent alors une société appelée Ligue malthusienne, qui se donnait pour but d'opposer une résistance active et passive à toute tentative faite pour étouffer la discussion de la question de population. Le 6 juin 1878, un libraire ayant été encore condamné pour les mêmes faits, cette ligue tint à St. James Hall un meeting de protestation où de véhéments discours furent prononcés par Bradlaugh et par Madame Besan. C'est sans doute à la condamnation de cette dernière que Papus devait faire allusion lorsqu'il écrivit à Olcott le 23 août 1890 qu'il venait d'acquérir la preuve que certaines hautes fonctions de la société théosophique étaient confiées à des membres qui sortaient à peine de prison après avoir été condamnés à plusieurs années pour outrage aux mœurs. Malheureusement, sous cette forme, l'accusation contenait des inexactitudes qui permirent de la déclarer fausse et diffamatoire. Il paraît que, au sujet des enfants de Madame Besan, un arrangement était intervenu tout d'abord entre elle et son mari. Mais celui-ci, à la suite des faits que nous venons de rapporter, engagea un procès pour en faire retirer la garde à sa femme. La cause fut jugée et portée à la cour d'appel. Le 9 avril 1879, celle-ci confirma la sentence du premier tribunal et Madame Besan se vit enlever sa fille. Le jugement se basait sur les opinions subversives dont elle faisait étalage et sur le fait d'avoir propagé un ouvrage considéré comme immoral par un jury. En septembre 1894, au cours d'une tournée de conférences en Australie, Madame Besan devait retrouver à Melbourne sa fille Mabel, devenue Madame Scott,
qu'elle avait déjà réussi à amener au théosophisme, mais qui, en 1910 ou 1911, se sépara d'elle et se convertit au catholicisme. En septembre 1880, eut lieu à Bruxelles un congrès des libres penseurs où Madame Besant montra que son parti en Angleterre avait pour but la propagation de l'athéisme, du républicanisme, de l'enterrement civil, l'abolition de la Chambre des pairs et du système de propriété encore en vigueur. C'est elle qui prononça le discours de clôture, dans lequel elle fit la violente déclaration anti-religieuse que nous avons citée au début. Pendant la même période, elle publia d'assez nombreux ouvrages, entre autres un manuel du libre penseur en 2 volumes et divers essais dont les titres sont nettement caractéristiques des tendances et des opinions qui étaient alors les siennes. En novembre 1884, elle applaudit à l'affiliation de Bradlaugh au Grand Orient de France. Mais les choses allaient bientôt changer de face. Bradlaugh, entré au Parlement, ne songea plus qu'à se débarrasser de Madame Besant. La discorde surgit entre eux et lui retira la direction de son journal. Tant d'ingratitude envers celle qui avait été l'amie des mauvais jours, comme elle le dit elle-même, la surprit et la révolta. Ses convictions en furent ébranlées, ce qui prouve qu'elles avaient toujours été plus sentimentales au fond que vraiment réfléchies. Plus tard, elle devait donner une singulière explication de ses errements passés. Elle a prétendu avoir reçu des ordres des Mahatmas, dès le temps où elle était la femme du révérend Besant, c'est-à-dire antérieure à la fondation de la Société théosophique, et avoir été contrainte par eux d'abandonner celui-ci pour vivre sa vie. Excuse trop facile, et avec laquelle on pourrait justifier les pires égarements. C'est alors qu'elle se trouvait comme désemparée, ne sachant trop de quel côté se tourner, que Madame Besant lut, en 1886, Le monde occulte de Sinnett. Là-dessus, elle se mit à étudier l'hypnotisme et le spiritisme et à cultiver avec Herbert Burroughs les phénomènes psychiques. Ensuite, sur le conseil de W.T. Stead, alors directeur de la Pall Mall Gazette, à laquelle elle collaborait, elle entreprit la lecture de la doctrine secrète, en même temps qu'elle abandonnait définitivement les associations de libre pensée. Ces tendances premières à un mysticisme exagéré reprenant le dessus, elle commençait à s'auto-suggestionner et à avoir des visions. C'est ainsi préparée qu'elle alla trouver Madame Blavatsky, dont le pouvoir magnétique fait le reste, comme nous l'avons déjà rapporté. Elle ne tarda pas, nous l'avons dit aussi, à devenir un des membres dirigeants de la section britannique. C'était à la fin de cette même année 1889, où elle avait adhéré effectivement au théosophisme, puis de la section européenne autonome qui fut constituée en 1890 sous l'autorité directe de Madame Blavatsky, avec G.R.S. Mead comme secrétaire général.